Bonjour à tous, je suis Tatiana Kiffer, je suis intervenante au sein de la prépa ISP et je vais vous proposer aujourd'hui quelques éléments de correction de l'épreuve de procédure administrative contentieuse qui a été donnée à l'examen du CRFPA en 2023. Alors je précise d'emblée qu'il s'agit uniquement d'une courte vidéo qui va présenter certains éléments puisque la vidéo intégrale de la correction est réservée donc aux étudiants qui sont inscrits au sein de la prépa. Alors pour commencer, quelques remarques d'ordre général sur le sujet de cette année. Alors c'est finalement un sujet qui est assez semblable aux années précédentes puisque l'on retrouve 3 questions qui sont notées quasiment de la même manière puisque les 2 premières questions étaient notées sur 7 points et la 3e question était elle notée sur 6 points. Il fallait donc prévoir à peu près le même temps de travail sur chacune des questions. Et surtout, à mon sens, il ne fallait pas négliger la 3e question, qui certes était notée sur 1 point de moins que les 2 premières, mais qui, pour moi, me semble peut-être la question la plus difficile des 3. Alors, on retrouve 2 thèmes principaux donc dans ce sujet du CRFPA. Tout d'abord, donc les questions préalables d'examen à une requête. Alors, la recevabilité et plus particulièrement la question des délais de recours, d'un intérêt pour agir du requérant et aussi de recours administratif préalable obligatoire. Et le second thème, après les questions préalables, c'est la question de la nature des recours juridictionnels qu'il fallait former devant le juge. Et évidemment, lorsque l'on parle de nature du recours juridictionnel, eh bien cela va aussi conditionner le type de conclusion que le requérant peut présenter devant le juge. La principale difficulté, à mon sens, cette année, était la longueur des questions, les informations en fait qui étaient données dans l'énoncé, plus particulièrement dans la question 3 qui était assez dense. Et c'est vrai qu'il fallait apporter une attention toute particulière à faire un tri entre les informations qui étaient données dans l'énoncé, faire un tri entre les éléments qui étaient pertinents à la réponse, qu'il fallait utiliser dans la réponse que l'on donnait au client, et puis les éléments qui, eh bien, même s'ils étaient mentionnés dans l'énoncé, n'apportaient rien et ne conditionnaient pas en fait la réponse apportée au client. Donc voilà ce qu'on peut dire de manière générale sur le sujet de cette année. Et l'on va commencer avec la première question. Donc, qui avait trait au fait que, donc c'est toujours le même requérant que l'on va retrouver au sein des 3 questions, et donc ce monsieur Landrin, eh bien, il avait un terrain qui était en friche, et il s'était rendu compte que la commune avait aménagé sur ce terrain en friche, sans son autorisation, un parking et des espaces verts, et donc il souhaitait 2 choses, la remise en état de ce terrain et également être indemnisé des préjudices que lui avait causé la commune. Et donc, on vous demandait 3 choses. Quel était le juge qui était donc compétent pour ce recours? Quelles étaient les conclusions que l'on pouvait présenter? Et enfin, quelle était la nature du recours donc formé devant le juge? La première chose à faire dans cette question, c'était de qualifier l'aménagement qui avait été réalisé par la commune. Donc, comme je l'ai dit juste avant, la commune avait aménagé un parking et des espaces verts sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Et donc, en ça, elle a porté une atteinte à la propriété privée. Et donc, la première question à ce stade, c'était de se demander, est-ce que l'on est en présence d'une voie de fait qui va entraîner la compétence de la juridiction judiciaire, donc selon la décision de 2013 du tribunal des conflits Bergoen contre ERDF Annecy-Léman, ou si l'atteinte n'était pas aussi grave et qu'alors on était dans un cas d'emprise ainsi que l'a défini
défini la même année le tribunal des conflits dans sa décision Époux-Panizon contre commune de Saint-Palais-sur-Mer. Si l'on choisissait la voie de fait, cela entraînait nécessairement la compétence du juge judiciaire, alors que si l'on estimait que cet aménagement relevait d'une simple emprise, eh bien c'était le juge administratif qui était compétent. Donc vous le savez certainement, dans cette décision Bergoën de 2013, le tribunal des conflits a drastiquement réduit le champ d'application de la voie de fait, et finalement la voie de fait, aujourd'hui, ça ne concerne que les véritables extinctions au droit de propriété. En l'espèce, on ne pouvait pas considérer qu'il y avait extinction du droit de propriété. D'ailleurs, l'exemple en fait que vous deviez traiter était assez similaire à celui de la décision Époux-Panizon, et donc on pouvait considérer qu'on n'était pas en présence d'une voie de fait, mais d'une emprise, et que donc c'était le juge administratif qui était compétent. Dans un second temps, il fallait donc s'interroger sur les conclusions que M. Landrin pouvait présenter devant le juge administratif et quel était le type de recours qu'il devait former donc, devant le juge administratif. Donc lui, il voulait deux choses. La première, c'était l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis. Donc dans ce cas-là, il peut tout à fait faire un recours en responsabilité pour faute classique, en estimant que l'aménagement relève donc d'un comportement fautif de l'administration, et on sera sur un recours indemnitaire tout à fait classique, hein, donc une responsabilité pour faute de la commune. La deuxième demande de M. Landrin était un petit peu plus complexe puisqu'il demandait la remise en état du terrain. Donc on rappelle qu'à l'origine c'était un terrain en friche et que la commune avait construit un parking et des espaces verts. Donc, il s'agissait là, lorsque M. Landrin demande la remise en l'état de son terrain, cela implique de détruire un ouvrage public, l'ouvrage public étant le parking donc, qui est ouvert au public et les espaces verts. Et le juge administratif a une jurisprudence assez stricte en matière de démolition d'un ouvrage public et il fallait se référer donc à une décision classée en A de 2019 du Conseil d'État. Et donc, dans cet avis, le Conseil d'État explique que si il existe un ouvrage qui a été irrégulièrement implanté, donc ce qui est notre cas ici, eh bien, le juge doit d'abord chercher s'il est possible de régulariser la situation. A priori, ici, ça ne semble pas le cas, puisque la remise en l'état implique le retour du terrain en friche, donc pas de régularisation possible. Et si aucune régularisation n'est possible, dans un deuxième temps, donc le juge doit apprécier si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Et ce n'est que si cette démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général que l'ouvrage pourra être détruit. Donc il fallait ici s'interroger sur la question de savoir si eh bien, la démolition de ce parking public et de ces espaces verts n'entraînait pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Donc voilà les principaux éléments de réponse de cette première question. Et voyons maintenant donc la deuxième question qui concernait cette fois-ci plutôt les délais de recours et plus particulièrement donc on nous disait que M. Landrin était demandeur d'emploi et il avait été radié donc de la liste des demandeurs d'emploi par une décision qui lui avait été notifiée le 6 mars 2023. Et cette décision mentionnait simplement qu'il pouvait contester cette décision dans un délai de 2 mois devant le tribunal administratif. Et il fallait noter que l'énoncé nous disait qu'il fallait il fallait fictivement nous placer à la date du 1er juin 2023, donc soit à peu près presque 3 mois après la notification de cette décision. Et il fallait s'interroger sur la possibilité de faire un recours donc, contre cette décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Il fallait donc rappeler tout d'abord la question de l'opposabilité des délais de recours, donc qui est prévue par le Code de justice administrative. Mais ici, on était dans un cas très particulier, de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, puisque depuis 2022, plusieurs articles dans le Code de justice administrative, plus particulièrement les R213-10 et suivants, précise en fait comment se fait le recours contre une décision de radiation de liste de demandeurs d'emploi. Et donc, on voyait donc à la lecture de ces articles que pour contester une telle décision, il fallait passer par une procédure de médiation. Donc c'est une sorte de recours administratif préalable obligatoire, hein, donc cette médiation. Et l'article R213-10 du Code, qu'il fallait citer dans la copie, indiquait que la décision de radiation doit mentionner cette obligation de médiation. Et à défaut de mention, eh bien, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse. En l'espèce, cette mention de médiation préalable obligatoire n'apparaissait pas sur la décision de radiation de M. Landrin. Donc, le délai de recours contentieux ne courait pas à l'encontre de cette décision. Et vous le savez, lorsque le délai de recours n'a pas commencé à courir, donc faute d'avoir été mentionné, eh bien, on fait application de la jurisprudence Zabaj de 2016. Elle est ici bien applicable, on est dans le cas d'une décision individuelle défavorable. Absence d'opposabilité donc des délais de recours, et donc dans ce cas-là, on va basculer non pas donc sur un délai classique de 2 mois, mais sur un délai d'1 an à compter de la notification de cette décision. On nous disait dans l'énoncé que cette décision avait été notifiée le 6 mars 2023. Monsieur Landrin disposait donc d'un délai d'1 an à compter du 6 mars 2023, donc jusqu'au 6 mars 2024, pour donc contester cette décision en commençant non pas en allant directement devant le tribunal administratif, mais en passant par une médiation. Et donc, il avait jusqu'en mars 2024. On était le 1er janvier 2023, donc il était encore dans les délais pour pouvoir contester donc cette décision. Mais attention, pas directement devant le tribunal administratif, mais devant donc le médiateur régional de Pôle emploi. On devait donc en conclure que sa demande n'était pas tardive. Voyons maintenant donc la troisième question qui, à mon sens, était probablement peut-être la plus complexe. Et il s'agissait d'une subvention qui avait été accordée donc, par la mairie à une association qui allait organiser un festival de musique. Et M. Landrin estimait que, donc pour diverses raisons que je détaille ensuite, que cette convention n'aurait pas dû être signée. Et il vous interrogeait sur la question de savoir quel était le type de recours juridictionnel qu'il fallait former pour contester cette convention d'attribution donc d'une aide que l'on va qualifier par la suite, et également quel était l'intérêt à agir dont il pouvait ici se prévaloir. La première chose à faire donc, pour répondre à cette question, c'était de qualifier le type de convention qui avait été conclu donc, entre la commune et l'association. Et lorsque vous alliez voir l'énoncé, on vous disait que cette convention prévoyait 2 choses. Donc c'était la mise à disposition gracieuse de plusieurs terrains communaux et également une aide financière donc sur 4 années entre 2023 et 2027.
Qu'est-ce que c'est que cette aide, je dirais, de mise à disposition des terrains et d'aide financière? Eh bien, ça constitue une subvention au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, donc il fallait citer cet article, et en déduire que cette convention eh bien, constituait bien une subvention. La deuxième étape, c'était celle de savoir eh bien, quel est le type de recours qu'il faut former contre cette convention. Et le doute était permis puisqu'on a une convention qui est conclue entre la mairie et l'association, et donc on pouvait se demander si on ne devait pas former plutôt un recours type contractuel devant le juge du contrat dans l'ordre de la jurisprudence Tarn-et-Garonne du Conseil d'État. Mais le Conseil d'État a été interrogé à ce sujet donc en 2019, et donc il a rendu une décision donc en 2019, Société Royale Cinéma, dans laquelle il dit clairement que les recours relatifs à une subvention, donc notamment la décision d'octroi de cette subvention, eh bien, ne peuvent être contestés que par le biais d'un recours en excès de pouvoir. Donc on n'est pas du tout dans un recours type Tarn-et-Garonne de plein contentieux, on est dans un recours classique d'excès de pouvoir. Donc là, il fallait déjà citer cette décision et donc expliquer à M. Landrin qu'il allait devoir former un recours en excès de pouvoir. Et puis, dernier élément, c'était celui de savoir quel était l'intérêt pour agir dont il pouvait se prévaloir. On revient sur cet avis du Conseil d'État de 2019, et donc si vous voyez donc la fin du paragraphe que je vous ai indiqué, on nous dit que seuls peuvent contester devant le juge de l'excès de pouvoir donc les bénéficiaires de cette subvention ou des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. Bien évidemment, M. Landrin n'est pas le bénéficiaire de la subvention, il est donc dans la catégorie des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Il doit donc démontrer au juge qu'il dispose bien d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Donc voyons voir ce dont il se prévaut dans l'énoncé. Il nous dit deux choses. Une première chose, là où je vous disais en introduction, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas utiles, donc il faut écarter. La première chose, c'est qu'il nous dit que ce festival trouble excessivement l'ordre public. Cette question de trouble à l'ordre public, elle est totalement inopérante dans un recours dirigé contre une subvention pour une association. Si effectivement il estime que le festival, la tenue du festival porte une atteinte à l'ordre public, eh bien dans ces cas-là, c'est pas du tout ce type de recours qu'il faudra qu'il fasse, c'est pas la subvention qu'il faudra qu'il attaque, mais ce sera la décision eh bien, qui autorise la tenue du festival. Et donc là, il faudra effectivement qu'il invoque eh bien, un trouble à l'ordre public et qu'il demande l'annulation de la tenue du festival. Donc déjà, la question de l'ordre public, il fallait expressément l'écarter. La deuxième chose dont il se prévaut, c'est sa qualité en fait de contribuable local, puisqu'en fait, il nous dit que il s'acquitte rigoureusement de ses impôts et que en fait, le montant de la subvention est excessif. C'est ça qu'il nous dit en substance. Donc, la qualité de contribuable local, elle peut tout à fait être invoquée dans un recours en excès de pouvoir contre une décision de la commune qui viendrait aggraver les dépenses communales. On se rappelle qu'on est en excès de pouvoir, donc l'intérêt pour agir est apprécié de manière beaucoup plus large que si on est par exemple dans un recours type Tarn-et-Garonne. Et donc, ce qu'il faut, c'est conseiller à M. Landrin de se prévaloir de cette qualité de contribuable local pour faire valoir son intérêt pour agir. Et on notera plus particulièrement que
l'aide qui est octroyée à la commune. Alors certes, elle peut paraître un petit peu dérisoire par rapport au budget communal, hein, dont on nous dit qu'il s'élève à 90 millions d'euros, mais là, il s'agit quand même d'une aide de 90 000 euros sur une période de 4 années, c'est-à-dire 90 000 euros fois 4 ans. Donc c'est quand même une somme assez importante. Donc à mon sens, Monsieur Landrin doit se prévaloir devant le tribunal administratif pour contester donc cette décision de subvention. Donc voilà quelques éléments sur cette épreuve de procédure administrative contentieuse qui a été donnée à l'examen du CRFPA 2023.